Sapiens et IA. Sapiens et intelligence artificielle, rivalité ou complémentarité. Une série exceptionnelle animée par Marc Wielinski sur la révolution de l'intelligence artificielle. Les IA vont-elles remplacer les humains ou les rendre meilleurs? Un voyage au cœur du futur. Et nous recevons aujourd'hui dans cette série de podcasts Sapiens et IA, rivalité ou complémentarité, nous recevons Raphaël Enthoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Marc. Raphaël Enthoven, écrivain, philosophe, animateur et auteur du livre L'esprit artificiel, pour lequel vous étiez déjà venu il y a quelques mois. Voilà. L'esprit artificiel qui est toujours d'ailleurs publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, je suis très heureux de vous avoir, Raphaël, à la fin un peu de toute cette série de podcasts où on a reçu des gens très différents, des intellectuels, des scientifiques, des économistes, mais aussi des entrepreneurs, des ingénieurs, des gens qui vivent dans l'IA, qui font l'IA. Et je dois dire que je ne ressors pas de cette série sans... j'ai oublié de dire que c'était en partenariat avec l'Institut Sapiens. Et je ressors de cette série avec un certain vertige. Alors, j'aime pas le terme de révolution, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre dans tous les domaines humains une espèce de révolution anthropologique avec cette affaire d'intelligence artificielle? Je n'emploierai pas le mot de révolution. Pour une raison toute simple, c'est que la révolution, comme son sens cosmique l'indique, est un retour à la case départ. Et toujours un retour à la case départ. On peut à bon droit parler de révolution en politique, puisque bien souvent, après une période révolutionnaire, succède une restauration ou un conservatisme retrouvé. Et en cela, la révolution est complète. La révolution est complète au moment où elle est niée, parce qu'elle est un retour essentiellement à la case départ. En ce qui concerne l'IA, en ce qui concerne les nouvelles technologies de façon générale, il n'y a pas de retour possible, c'est irréversible. Ce qui s'offre à nous désormais, nous ne reviendrons jamais en arrière. Les outils dont nous disposons sont tellement utiles, tellement efficaces, tellement puissants, qu'il sera impossible de vivre sans, ou qu'il nous paraîtra, que nous aurons le sentiment d'être amputés d'une partie de nous-mêmes si on nous en prive. Nous aurons bientôt le sentiment d'être amputés d'une partie de nous-mêmes si on nous en prive. C'est comme l'acquisition d'une liberté supérieure, si vous voulez. Par exemple, la liberté d'avorter. Si demain matin, à la faveur d'un changement de majorité, on décide de revenir sur la liberté d'avorter, désormais en France c'est plus possible, mais enfin, si demain matin c'était le cas, on cesserait d'être en démocratie, puisqu'on reviendrait sur une liberté acquise, et surtout, un tel retour serait vécu par les gens comme une amputation. Donc, il n'y a pas de retour en arrière avec les technologies. La question est de savoir si le pas supplémentaire qu'elles nous ont fait franchir est un bénéfice, est à notre bénéfice ou à notre détriment. Et c'est peut-être là qu'on peut réfléchir. Alors, bénéfices, bien entendu. Et on a vu notamment... Les bénéfices sont innombrables. Les bénéfices sont innombrables au niveau de la gestion de l'énergie, au niveau de la médecine, au niveau de l'oncologie, la radiologie. On a vu tous ces aspects-là. Une question militaire avec la guerre en Ukraine. Voilà, on a vu l'IA a pris le pouvoir, a gagné la bataille avec la guerre en Ukraine. C'est aussi une date pour cette raison-là. C'est un bouleversement de tous les champs de compétences, presque. Et ce qui est impressionnant aussi, on va revenir sur ces différents champs, mais ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle les choses s'implémentent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une innovation faite dans le champ de la technologie, des ingénieurs, etc., est déjà diffusée 15 jours ou 3 semaines après. Parce qu'elle s'installe à la vitesse de la nécessité. Elle correspond à une nécessité objective. Comment ne pas vivre comme une nécessité, c'est-à-dire comment ne pas devenir dépendant de l'outil qui, en une fraction de seconde, peut faire la sommation du savoir disponible sur une question donnée et vous répondre en vers. Comment voulez-vous ne pas dépendre d'un outil qui est capable de faire une chose pareille? Comment voulez-vous ne pas vivre comme une nécessité un outil qui vous fait tant gagner de temps, de calcul, qui vous économise tant de soucis? C'est normal que ça s'implémente si rapidement. Non, la question, je pense, se pose de notre degré de dépendance à l'outil.
Mais effectivement, mais la rapidité quand même pose un problème. Moi, je suis un ancien chef d'entreprise. On voit, par exemple, dans le domaine informatique, il faut un certain temps pour implanter des systèmes informatiques, des choses comme ça. Actuellement, on implante un système informatique, le temps que les gens commencent à l'utiliser, 3 semaines, 4 semaines, 2, 3 mois, 1 an, et on vous dit, mais ce système est déjà complètement obsolète, il ne sert plus à rien. Je veux dire, est-ce qu'on est bâti, est-ce qu'on est construit, est-ce qu'on est conçu pour aller aussi vite que ces technologies ? Elles ont 2 façons de nous déborder. La première est de déployer une célérité dont nous ne sommes pas capables. Mais là, c'est un faux problème. Dire qu'une calculatrice compte plus vite que nous, ou qu'une intelligence artificielle dispose de plus de savoir qu'un cerveau humain, ça ne fait pas une crise du cerveau humain. Donc, elle nous dépasse en ce sens. Et le fait qu'elle nous dépasse en ce sens, d'ailleurs, correspond en chacun de nous à une inquiétude qui remonte à l'invention de la technique et qui a donné le jour à l'idée de fin du monde. L'idée de fin du monde dans l'humanité, anthropologiquement, est toujours apparue sous la forme d'une technique qui nous échappe et d'une morale qui est incapable de la suivre. La morale titube alors que la technique avance à pas de géant. Nous n'avons pas moralement fait des progrès depuis le néolithique, on s'entretue encore aujourd'hui. En revanche, la technique, elle, techniquement, nous avons fait des progrès considérables. Donc l'idée de fin du monde apparaît toujours dans des périodes de crise, à des moments où nous nous disons que la technique va nous échapper et par là même se retourner contre nous, devenir offensive. Donc on pourrait questionner cette idée-là et se demander d'où elle vient, ce qu'elle signifie, ce qu'elle dit de nous-mêmes. Mais en tout cas, il est vrai que les objets techniques et que l'intelligence artificielle nous débordent infiniment sur ce plan-là. L'autre plan sur lequel les objets techniques nous débordent, c'est tout simplement celui de leur matérialité. C'est-à-dire, par exemple, des problèmes comme ceux de l'obsolescence programmée. La façon que nous avons d'être débordés par la technique, ça n'est pas de lui obéir, mais c'est de subir son poids, le fardeau de ces objets, le fardeau des objets que l'obsolescence, le fardeau qu'augmente en permanence l'obsolescence programmée, le renouvellement de ces objets, l'incurie avec laquelle nous les renouvelons. Bref, nous étouffons sous le poids des objets que la technique permet de produire. Et c'est l'autre façon que nous avons d'être débordés par eux. Et il y a un domaine alors, dans lequel j'aimerais bien avoir votre avis d'observateur de la société, de philosophe, etc. C'est que quelque chose est revenu lors de ces entretiens, qui est la fin, dans de nombreux domaines, la fin du travail humain. C'est-à-dire le fait que les intelligences artificielles sont déjà en train de remplacer les humains dans beaucoup d'activités, et notamment des activités intellectuelles, voire des activités créatrices. Et là, va se poser quand même la question de savoir ce que vont devenir une partie de la population qui n'aura plus les activités, puisque probablement que ces activités ne seront plus faites ou seront faites de façon beaucoup plus efficace par des intelligences artificielles. Question quand même sur laquelle on ne peut pas ne pas revenir. C'est vertigineux. C'est vertigineux. On n'a pas encore tout à fait pris la mesure de ça, mais quand on pense le voit dans les médias, en tout cas, nous qui connaissons un peu les médias tous les deux, on le voit dans les médias, mais on le voit oui, dans mais enfin, une intelligence artificielle n'est pas journaliste. Elle n'est pas journaliste, elle n'est pas prof, elle n'est pas philosophe. Il y a aussi quantité de professions qui sont préservées de l'influence de l'IA ou qui ne sont pas suspectes d'être un jour remplaçables et dont la particularité tient à l'humanité qui les constitue, c'est-à-dire que c'est ce qui nous rend faillibles, c'est à ce qui nous rend faillibles que nous faisons appel pour être journaliste, pour être prof, c'est à nos fragilités, c'est à nos vertiges, c'est à nos inquiétudes, à nos soucis, à notre vigilance, autant de qualités que l'IA n'a pas. En cela, il y a des professions qui sont préservées. Mais vous avez raison, il faut parler des professions qui ne le sont pas. C'est difficile à la fois de se réjouir des potentialités ouvertes par l'intelligence artificielle, sans déplorer dans un même mouvement le fait que quantité de tâches qui avaient contre elles
de n'être pas singulière au sens unique et bizarre à la fois, mais d'être finalement des tâches de tâcherons. Quantité de tâches vont désormais être avantageusement effectuées par une intelligence artificielle. Alors, on peut y voir une réduction considérable du marché du travail. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a d'autres métiers qui vont s'inventer. On peut aussi y voir l'occasion pour les humains de faire valoir ce qu'ils ont d'humain, précisément, c'est-à-dire ce qui en eux ne peut pas faire l'objet d'une synthèse par la machine, et de trouver leur avenir ou de chercher leur avenir, non pas dans l'exécution formelle d'une tâche répétitive, mais de mettre leur point d'honneur et leur point d'existence à chercher des tâches plus difficiles, subtiles, je ne dirais pas élevées, mais réflexives. J'en sais rien. Alors, je vais vous pousser un peu dans vos retranchements parce qu'on a eu des réflexions ici sur la médecine, et on a vu que les IA étaient bien supérieurs aux médecins radiologues, par exemple, dans l'interprétation, dans l'interprétation des images médicales, dans l'interprétation des cancers et un certain nombre de choses de ce type-là. Et que même l'intelligence artificielle était supérieure à l'intelligence artificielle doublée d'un humain. C'est-à-dire que l'humain entraînait un facteur de faute que n'entraînait pas l'intelligence artificielle. Donc, dans toutes ces tâches-là, les tâches d'avocat, enfin, je veux dire, le côté préparation, etc. Oui, mais regardez, dans le cas du médecin, comme dans le cas de l'avocat, bon, c'est la fin des stagiaires, clairement. Dans le cas de l'avocat, la compilation des cas, des arrêts, etc., l'IA peut passer le barreau, donc il n'y a même pas de question. Mais la singularité d'une plaidoirie, la façon dont les arguments sont mis en scène, l'éloquence, sont irremplaçables, et la stratégie également, le choix d'une stratégie de défense, tout cela est irremplaçable, et pareil pour un médecin. Qu'un médecin soit nanti de capacités prédictives extraordinaires grâce à l'IA ou de diagnostics infaillibles, ça n'enlève rien à la responsabilité qui est la sienne dans l'adoption d'une stratégie thérapeutique plutôt qu'une autre. Et donc en cela, il y a de l'irréductiblement humain là-dedans. On ne se débarrasse pas si aisément de l'humanité. C'est pas parce qu'on développe des compétences supérieures à l'humanité que l'humanité devient obsolète. Depuis toujours, les machines sont plus fortes que nous. Depuis toujours. Si on avait dû être rangé au rayon des accessoires pour cette raison, ça aurait été le cas depuis longtemps. Mais un des arguments dans le domaine de la médecine, je pousse un peu la réflexion, après on verra d'autres choses, mais un des arguments de la médecine, c'est de dire l'IA n'aura jamais l'empathie. Or, il s'avère que l'IA est peut-être aussi capable d'empathie, pas une véritable empathie humaine, mais capable de trouver, en connaissant une personne, les arguments qui vont mieux la toucher peut-être que d'autres et qui vont mieux l'accompagner. Oui, mais alors, d'abord, je pousse au maximum la réflexion. Bien sûr. Comment dire, à mon sens, une IA est aussi loin d'éprouver de l'empathie que nous sommes loin d'atteindre l'horizon en marchant droit devant nous. Le Graal d'une IA empathique, qu'on se représente comme tout proche, dont on se dit, tiens, il est atteint puisqu'elle adopte les comportements qui correspondent à l'empathie, est une illusion fonctionnaliste qui règne aujourd'hui et qui nous fait croire qu'en somme, il suffirait d'avoir toutes les manifestations de l'empathie pour, à défaut de l'éprouver, présenter ou offrir à l'interlocuteur un visage qui est celui de l'empathie. Alors, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, parce que l'empathie n'est pas réductible à ses manifestations. La capacité à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées, c'est-à-dire l'empathie. La capacité à ressentir une douleur qui nous est épargnée n'est pas réductible aux effets de l'instruction de vigilance qu'on aurait transmise à une machine face à quelqu'un dans une situation donnée. Ça n'est pas la même chose. Il y a une différence de nature entre les deux. Donc je ne parlerai pas d'IA empathique. En revanche, comment dire,
que l'IA, une IA n'éprouvera jamais rien pour nous, mais que nous éprouvions quelque chose pour une IA, ça c'est tout à fait possible. Et je ne crois pas, je ne vois pas qu'il y ait là du confusionnisme ou même de la pathologie. On a parfaitement le droit de tomber amoureux d'un robot, comme on a pu tomber amoureux d'une héroïne de roman. On n'est pas plus fou dans un cas que dans un autre, que quand on n'est même pas plus fou que quand on tombe amoureux d'un humain dont on redessine les contours à la faveur du sentiment qu'on éprouve à son égard. Donc il n'y a pas de folie là-dedans. Autrement dit, le fait que l'humanité ne soit pas synthétisable par la machine ne signifie pas que nous ne puissions pas nous-mêmes devenir des machines. Le fait qu'une machine ne puisse pas éprouver de l'empathie ne signifie pas que les humains ne puissent pas un jour devenir réagir comme des machines au spectacle d'une douleur. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on assiste bien souvent aujourd'hui. Le simple fait, par exemple, que devant une horreur, notre premier réflexe ne soit pas de venir en aide à la personne qui est en danger, mais de photographier la chose en question, à la fois pour la mettre à distance, mais également pour en conserver un souvenir, ce seul fait-là montre bien que la possibilité de l'empathie est bien souvent sacrifiée à l'aune d'autres passions en nous. Donc l'empathie n'est pas garantie chez nous. En revanche, elle n'est pas synthétisable. L'empathie n'est pas garantie chez les humains et on ne peut pas parler d'empathie pour les intelligences artificielles, mais vous parlez des manifestations de l'empathie qui peuvent effectivement aussi répondre à un certain nombre de questions, puisque ou combler un certain nombre de manques, mais il faut bien mesurer la limite. Je crois qu'il est important de la poser. C'est une limite que la science-fiction nous aide à travailler. Dans Blade Runner 2049, il y a un personnage très intéressant, c'est le personnage de Joy. Le personnage de Joy, Joy est un hologramme. C'est un hologramme domestique, c'est-à-dire qu'elle appartient à un répliquant, donc, qui est lui-même un être artificiel. Enfin bon, il est déjà plus réel que l'autre. Et quand il rentre chez lui, elle lui allume sa cigarette, elle lui prépare un bon petit plat, elle lui raconte des histoires, elle s'habille avec des tenues affriolantes, etc., etc. C'est sa fonction. C'est un personnage virtuel qui vient lui arranger la vie, etc., et meubler sa solitude. Sauf que Joy, le personnage en question, est vraiment amoureuse de son propriétaire. Elle l'aime d'amour. Elle est vraiment éprise de lui, sincèrement éprise de lui. À tel point que quand on casse la machine, on la tue. Or, la limite est là. La limite est là, c'est-à-dire que la limite n'est pas dans l'imitation ou la singerie des sentiments, elle est dans la possibilité de les éprouver. C'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas faire, ce à quoi nous ne pouvons pas donner le jour, parce que ça n'est pas sa raison d'être. C'est une machine qui pourrait éprouver des sentiments, c'est-à-dire qui aurait la faiblesse d'éprouver des sentiments et dont les opinions seraient médiées par les sentiments qu'elle éprouve. Il suffit de faire un enfant pour ça. Ouais. Alors, Raphaël Antoven, il y a un domaine aussi qui est apparu dans les discussions, qui est en pleine ébullition, un domaine que vous connaissez bien, c'est le domaine de l'éducation, de la recherche. Ouais. Commençons par la recherche. Les universités sont envahies maintenant de thèses qui sont écrites par l'intelligence artificielle, au point qu'elles se copient elles-mêmes, y compris en copiant leurs propres erreurs, de thèses, d'articles, etc. Donc, et c'est une arrivée en masse. Est-ce que ça ne vous pose pas question, problème sur le fait même de l'intelligence, de la recherche, du travail scientifique? C'est le syndrome de Teut, dont je crois vous avoir parlé déjà ici. À la fin du Phèdre de Platon, Socrate raconte l'histoire du roi Thammuz, le roi de Thèbes, qui reçoit la visite du scribe, Teut, et Teut lui dit « J'ai inventé un truc pour sauver la mémoire, ça s'appelle l'écriture. » « Montre-moi, dit le roi, et Teut dessine ses premiers hiéroglyphes, et le roi lui dit « Mais Teut, tu ne viens pas de sauver la mémoire, tu viens de sauver l'oubli. » Puisque désormais on va déléguer aux tablettes en argile le soin de se souvenir à notre place des choses. Magnifique mythe, sublime, parabole. Sublime. Ça veut dire quoi? Que les textes écrits sont des lettres mortes, ouais. Et qu'il faut leur préférer la parole vivante, la parole du philosophe. Tout le Phèdre
est un dialogue qui commence par la comparaison entre un discours et une conversation, et qui se termine sur le mythe de Teut. Tout le Phèdre est un dialogue sur la différence entre la lettre morte et la parole vivante. Et donc ça se termine sur ce mythe. C'est un mythe qui a évidemment une actualité, si j'ose dire, ou une résonance tout à fait particulière aujourd'hui, puisque nous vivons très exactement l'époque où le diagnostic du pharaon, Tammuz, est avéré. De la même façon que en créant des tablettes, on favorise l'oubli, eh bien de la même manière, nos bibliothèques de photos nous dispensent aujourd'hui de nous souvenir des événements qui s'y trouvent. Quand nous vivons quelque chose de mémorable, immédiatement, nous le prenons en photo. Non pas pour nous en souvenir, mais précisément pour l'oublier. Et on retrouve le même syndrome, le syndrome de Teut, naturellement, avec le lycéen. Le lycéen, pourquoi irait-il s'emmerder à faire des recherches, à ciseler des paragraphes, à inventer, à trouver chacune de ces phrases, alors qu'une machine peut lui faire ça en 30 secondes? Pourquoi irait-il le faire? Il a le sentiment de sauver la mémoire. En s'en remettant à l'intelligence artificielle, en réalité, il sauve l'oubli. Puisque c'est lui qui perd du temps, c'est l'élève qui va chercher dans une IA les informations. Pourquoi? Parce que le travail qu'il ne fait pas là ne lui bénéficiera pas le jour où il devra écrire sur table, en temps réel. Autrement dit, le temps qu'il croit gagner, c'est du temps 2 fois perdu. D'abord parce qu'il ne le passe pas à bosser lui-même, et ensuite parce que l'énergie qu'il peut mettre dans ce devoir va être consacrée à injecter de l'humanité dans une copie pour la rendre indiscernable des autres. Autrement dit, il est dans la position de Jean-Claude Roman, si vous voulez, qui met toute son énergie à inventer son existence, alors qu'il aurait pu mettre la même énergie à avoir les diplômes qu'il se vantait d'avoir. Donc il y a le syndrome de Teut nous menace. Mais la triche n'a pas attendu l'IA pour exister. Et surtout, la différence ne se fera pas à l'avenir, ou pas seulement en tout cas, sur la maîtrise de ces outils, intelligence artificielle ou non. Elle se fera sur la capacité à se livrer à d'autres hybridations, comme notamment la lecture, comme notamment l'écriture cursive. Autrement dit, l'écriture à la main. Oui, ce qui fera la différence, ça n'est pas la maîtrise des savoirs inédits ou des savoirs nouveaux, c'est la maîtrise des savoirs antiques. Et c'est cela dont les gens sont progressivement dépourvus à cause de l'IA. Le danger, je le vois plutôt là-dedans. Je le vois dans le sentiment d'un temps gagné qui en réalité est un considérable temps perdu. Il y a des sujets je vous livre un peu les angoisses que je peux avoir par rapport à tout ce que j'ai entendu. Prenons un exercice simple, en apparence, qui est le résumé de texte. Le résumé de texte, on a fait ça en Cagne, on a appris à faire. C'est très difficile à faire. C'est un exercice très éprouvant de résumer un livre en quelques pages ou résumer quelques pages en quelques lignes. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Le ChatGPT vous fait ça en quelques secondes. Donc, est-ce que c'est un exercice que les étudiants, que les élèves, que les lycéens ne feront plus parce qu'ils n'auront plus besoin de le faire? Voilà, c'est exactement ça. Qu'en est-il du muscle qu'on active à ce moment-là? C'est exactement ça le danger. C'est l'atrophie du muscle sous l'effet des outils dont il dispose. C'est exactement ça le danger. Alors, il ne s'agit pas d'être rousseauiste, si vous voulez, et de considérer que l'homme courait plus vite quand il n'avait pas de cheval pour le seconder, que le tranchant de sa main était plus tranchant quand il n'avait pas de hache pour couper les arbres, et qu'en cela, il était plus fort que nos maigres individualités chétives, couvertes de vêtements et soucieuses de leur santé. Donc sans aller jusque-là, il faut bien observer que si les tâches que vous décrivez sont intégralement délégables à une intelligence artificielle, eh bien c'est autant de savoir en moins. C'est du savoir en moins. C'est du savoir qu'on se dispensera d'acquérir. Et je redoute, moi, les conséquences... de la capacité. Je redoute, moi, ce sont des capacités. Ce sont des capacités dont on va se dispenser. Et je redoute, moi, qu'on s'en dispense parce qu'elles demeurent absolument indispensables dans l'existence. Ouais.
Parce qu'une question C'est illusoire de croire qu'on peut en faire l'économie. Ouais. Parce que on résout le problème actuellement en se disant on leur donne plus de travail à la maison, mais ils vont faire des devoirs sur table. Oui. Le problème, c'est que s'ils ne font plus de travail à la maison, ils seront plus capables de faire un devoir sur table quand on leur aura retiré le smartphone, etc. Il y a deux façons pour eux de ne pas être capables de faire un devoir sur table. La première, c'est de pomper sur une IA toutes les choses qu'on leur donne à la maison, ou la deuxième, c'est de ne pas bosser puisqu'on ne leur donne plus rien à la maison. Dans les deux cas, on en revient à la responsabilité de l'élève. Un élève qui veut s'emparer de son avenir et qui décide d'en faire quelque chose est un élève qui aura l'intelligence peut-être de ne pas s'en remettre à l'IA d'un côté, et deuxièmement de faire l'effort de concevoir lui-même ses petites introductions. L'exemple de l'introduction, il est intéressant, par exemple l'introduction en terminale, en philo. C'est vraiment un exercice crucial, hein, parce que c'est ce que lisent en premier les correcteurs, et c'est ce qu'ils lisent avec le plus d'attention, ou en tout cas c'est ce qui détermine l'attention de leur lecture pour la suite du devoir. Donc c'est un exercice essentiel. C'est une technique, mais c'est une technique qui ne correspond pas à une recette non plus, et qui demande une maïeutique, qui demande un travail avec un professeur, qui demande un exercice, c'est-à-dire un exercice sur la durée, qui demande qu'à plusieurs reprises on essaie autour du même sujet de fabriquer une introduction qui soit la plus éloquente possible. Ce travail-là est un travail essentiel à la vie, parce que c'est une façon d'apprendre à faire des problématiques, parce que c'est une façon d'apprendre à ordonner ses pensées, parce que c'est une façon d'apprendre à convaincre les autres. C'est un travail essentiel à la vie. Déléguer à un outil le soin de faire ce travail à notre place, c'est comme s'amputer soi-même d'un membre. Donc, il faut bien comprendre, encore une fois, que nous sommes augmentés par l'IA, mais le paradoxe d'un corps augmenté, c'est qu'il néglige ses propres capacités. C'est qu'il se diminue, en fait. C'est qu'il se diminue. Il s'augmente par la technologie, il se diminue par... Il se diminue par lui-même. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que le bon sauvage était meilleur que nous à tous égards, ou qu'il était plus innocent. Mais de prendre la mesure, malgré tout, de tout ce que nous perdons à gagner tant d'outils. Et là, par rapport à ça, il y a deux attitudes possibles. Et j'aimerais bien savoir quelle est la vôtre. Il y a l'attitude du pessimiste qui dit de toute façon, l'inclination de Sapiens sera toujours vers la paresse, parce que ça a toujours été le cas, et que dès qu'il voit des choses qu'il a créées et qui font mieux les choses que lui, il se repose dessus, et il a bien raison. Et d'autre part, les plus optimistes qui vont dire oui, mais il y a des pans de notre apprentissage. On n'apprend plus les départements, on n'apprend plus un certain nombre de choses, et on s'en passe. Donc il y a des pans de notre apprentissage qui vont disparaître, mais on va en retrouver d'autres de plus importants, de plus spécifiques à l'humain. C'est une grande question, je ne demande pas une réponse, mais de quel côté est-ce que vous iriez? Plutôt du côté de l'optimiste Moi, ou du côté je suis le fils d'une philosophe, Catherine David, qui parlait fort bien de Pic de la Mirandole, et qui avait développé dans une biographie de Pic de la Mirandole qu'elle avait écrite il y a quelques années de cela, il y a 20 ans, l'idée du palais de la mémoire. C'est-à-dire le sentiment que les grandes figures du savoir, face à Savonarole qui arrive, qui débarque à Florence et qui va mettre le feu, face à Savonarole, il faut développer les palais de la mémoire, faire de sa mémoire un palais, c'est-à-dire que sa mémoire, que la mémoire d'un individu soit le siège d'une connaissance universelle. Parce que la connaissance universelle est le véhicule de la transcendance. On retrouvera la transcendance au bout de l'universel. Donc il y a cette confiance sublime chez Pic qui fait de lui un esprit omniscient, c'est-à-dire quelqu'un qui oppose à la destruction par le feu et aux autodafés de Savonarole la puissance de sa mémoire infinie. Et alors, l'avantage évidemment, c'est que c'est une citadelle imprenable, la mémoire intérieure, le palais de la mémoire. L'inconvénient, c'est qu'il suffit de tuer son détenteur pour que le palais s'effrite, se détruise, se décompose aussitôt. Reste que j'ai tendance à croire que malgré l'époque et ses outils, les palais de la mémoire ont encore un bel avenir devant eux. Les omniscients
ont encore de la place. Parce que rien ne remplace, à mon sens, le mélange de l'omniscience et de la faillibilité. Et il y a là encore quelque chose qui, à mon sens, ne risque pas de disparaître. Voilà. Mais le palais de la mémoire. Et maintenant, dans le domaine artistique, là aussi, beaucoup de questions se posent. On a primé il y a quelques années une œuvre d'art qui a été faite par l'intelligence artificielle. L'hybridation entre l'art, par exemple la musique et les technologies d'intelligence artificielle se développe de jour en jour. Elle existe partout, elle existe dans les arts plastiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'on a l'impression quand même que l'intelligence artificielle est parfois capable de nous surprendre. Oui, ce qui est le cas de l'art. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je ne suis pas musicien, mais le témoignage que je reçois de mes amis musiciens, c'est que l'intelligence artificielle est absolument indispensable, mais qu'elle n'est pas suffisante. Aucun d'eux ne considère qu'elle suffit. Elle est indispensable, mais elle reste un moyen. Mais le fait qu'elle soit indispensable, est-ce que c'est pas déjà un constat? C'est un constat. Un constat de l'hybridation dans lequel nous sommes engagés. Mais c'est une hybridation dans laquelle nous sommes engagés, mais c'est une hybridation où nous avons, je crois, tort de redouter notre disparition. L'humanité n'est pas soluble dans son hybridation avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas un être autonome qui s'emparera de nos destins. Ou alors, si elle le fait, c'est parce qu'on s'y sera livré corps et pieds, corps et mains, ou corps et âme, ou corps et biens. Donc, dans le cas des arts plastiques, comment le dire? C'est comme pour la littérature. On peut aisément faire une œuvre d'art dans le style de quelqu'un. On peut aisément faire du Léonard de Vinci à la pelle, faire du Van Gogh à la pelle. Tout ça est totalement possible aujourd'hui. Ce qui est plus difficile, c'est de créer une norme nouvelle. Vous voyez, par exemple, au XVIIe siècle, Boileau énonce les règles de l'art classique, enfin de l'art poétique, l'unité de temps, de lieu et d'action. Bon, et puis là-dessus débarque Corneille, qui sort le Cid, et qui se balade sur 6 mois, où ça meurt sur scène, ça gifle, etc., où exite la bienséance, etc. Et qui fait un chef-d'œuvre baroque, mais un chef-d'œuvre. Un authentique chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre nomothétique. C'est-à-dire qui porte en lui-même sa propre loi et qui devient normatif pour l'avenir. Ce mouvement-là, ce pas de côté par rapport à une tradition qu'il ne suffit pas de transgresser pour en créer une nouvelle. Mais ce pas de côté par rapport à une tradition, cette folie-là, ce genre de surprise me paraissent le privilège de l'humanité. Est-ce que encore une fois, l'IA, mais je pousse toujours parce que j'aime bien pousser les raisonnements jusqu'au bout. Est-ce que l'IA n'est pas capable de nous surprendre? Si on regarde certaines offres qui sont faites par des IA, elles ont ces caractéristiques de quelque chose de décalé auquel on n'avait pas pensé, qui nous surprend, qui nous interpelle. Et les témoignages des chercheurs, c'est que de temps en temps, ils sont étonnés justement de pas de côté que sont capables de faire les intelligences artificielles. Je ne suis pas en train de dire... Non, mais ce qui est intéressant derrière cette question, et en fait le débat que ça ouvre, c'est un débat bergsonien. C'est la question de comprendre, penser la qualité à partir de la quantité. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes au sport d'hiver, par exemple, vous rentrez chez vous en fin de journée, vous avez froid aux mains, donc vous approchez vos mains de la cheminée pour les réchauffer. Si vous laissez vos mains trop longtemps dans la cheminée, vous n'allez pas seulement les réchauffer, vous allez brûler. Vous allez vous brûler. Vous allez donc passer d'un état qui est celui du gel à celui de la brûlure. 2 états qui sont absolument antithétiques. Et pourtant, le passage de l'un à l'autre se fait de façon insensible, se fait de façon permanente, se fait de façon quantitative. Le saut qualitatif s'est fait de façon quantitative. C'est insensiblement, c'est progressivement que vous avez changé d'état. Donc, à partir de là, la question est de savoir si une accumulation de savoir peut produire une intuition.
C'est-à-dire, si par le biais de la quantité, par le chemin de la quantité, on peut en venir à la singularité d'une opinion ou à la singularité d'un point de vue. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais j'adore que cette question se pose. Ouais. J'adore que cette question se pose parce que qu'est-ce qui fait la singularité, par exemple, d'un sentiment? Est-ce que c'est la complexité des informations qu'il amalgame dans l'expression simple qui est la sienne? Ou est-ce que c'est qu'il y a en lui quelque chose qui déjoue précisément cette complexité? La simplicité ou la singularité est-elle le fait de la complexité? Si c'était le cas, tous les sentiments seraient en droit accessibles à l'intelligence artificielle. Si nos sentiments étaient seulement complexes, ils pourraient en droit faire l'objet d'une préhension par la machine. Mon sentiment, c'est qu'il y a en eux quelque chose qui est trop simple pour être saisi par la machine. Et qu'en cela, la simplicité dont nous sommes les légats n'est pas à portée de complexité. C'est pas la complexification des process qui débouche sur la création du CID. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas la complexité de la pensée de Flaubert qui lui donne le prénom de Madame Bovary. C'est autre chose. Ouais. Et c'est à cette autre chose qu'il faut se référer. Et cette autre chose que j'appelle l'esprit, moi. Je ne vois pas d'autre nom à donner à la nature naturante, au processus créateur lui-même. Pas à la création, à la chose créée. La chose créée, elle est aisément reproductible. C'est le processus créateur, c'est ce qui débouche. Des pièces dans le style du CID, une IA peut les écrire. Inventer quelque chose qui crée une norme nouvelle, et qui soudain s'inscrive dans les consciences, au rage, au désespoir, enfin, quelque chose comme ça, c'est une autre histoire. On a l'impression, Raphaël Enthoven, que l'IA nous oblige à nous poser toutes les questions que les humains se sont posées, et notamment de la philosophie, depuis 2000, 3000 ans. Et on se les repose par nécessité et de façon extrêmement urgente. Oui, c'est vrai. Ce qui prouve au passage qu'on a bien tort de penser que quand on se soucie d'IA, on est à la pointe des soucis contemporains. Quand on se soucie de l'IA ou quand on se demande si l'IA va nous grand remplacer ou des choses comme ça, on réactive une question qu'on se pose depuis 2500 ans. De Pygmalion jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par le Golem, Pinocchio, Matrix ou Terminator, on n'a pas arrêté d'imaginer que les machines allaient nous remplacer. Donc on ne fait que réactiver une ancienne question. Toutes les questions que l'IA nous suggère sont des questions qui ont été prises en charge dans l'histoire des idées. La différence entre l'intelligence et l'instinct chez Bergson dans l'évolution créatrice est absolument indispensable pour penser précisément les limites de l'IA ou l'expansion de l'IA sous l'angle de ses limites, c'est-à-dire ce qu'elle ne peut pas faire. De la même façon, les pensées en réseau, et les LLM même, tout cela est contenu d'une certaine manière dans la monadologie de Leibniz et dans les 90 propositions de la monadologie. Donc l'IA, le questionnement que l'IA impose est un questionnement urgent, dont l'urgence nous vient du vertige et du sentiment qu'on est peut-être une matière future obsolète, mais c'est un questionnement dont les termes nous sont fournis depuis l'Antiquité. Et on a l'impression quand même que le problème se pose de façon un tout petit peu différente avec l'IA et avec la robotique liée à l'IA. C'est-à-dire qu'avant, la question se posait sur ce que vous avez appelé le grand remplacement de l'humain par autre chose, par des machines, par des golems, par tout ce qu'on veut, ou la substitution. Bien sûr, le golem, j'ai pas pensé, mais oui. Et le golem, vous l'avez cité? Je l'ai cité, moi. Oui, absolument. Ce qui est vraiment la base, je dirais... on est au cœur du mythe d'une humanité qui crée quelque chose qui lui échappe. Et qui se retourne contre elle. Or, ce qui est très intéressant dans le golem, et ça c'est la grande valeur ajoutée de Moshe Idel, c'est que justement, il a bien montré lui-même que le geste, la création du golem, c'était une façon de singer le geste créateur. Ouais. C'était une façon de se prendre pour Dieu.
Et donc, le golem délivre, à mon avis, le mythe du golem délivre le fin mot de l'idée que la technique nous dépasserait. L'idée que la technique, derrière l'idée ou la crainte que la technique nous dépasse, il y a le sentiment que nous sommes des dieux. Et qu'on pourrait donner le jour à des individus qui se retournent contre nous. Pardon. Le sentiment qu'on a là, c'est pas forcément celui d'un remplacement. On a parlé d'hybridation tout à l'heure, c'est une espèce de colonisation. C'est-à-dire que le jour où on sera... on est déjà hybridé, puisqu'on a des lunettes, on a des appareils auditifs, on a des pacemakers, on est déjà hybridé depuis un moment. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Le jour où on ne saura plus écrire sans demander à une IA générative, le jour où on ne saura plus dessiner sans que quelque chose il nous ait préparé le terrain, le jour... Là, on sera devenu quand même, non pas des êtres remplacés, mais des êtres... Est-ce qu'on ne sera pas différent en tant qu'humain? Mon sentiment est que la différence se fera entre ceux qui sont capables de s'en passer et ceux qui n'y parviendront pas. Donc, entre ceux qui savent s'en servir et peuvent s'en passer, et ceux qui n'y parviendront pas parce qu'ils ne savent plus, parce que l'IA sera comme l'air qu'ils respirent. Donc une humanité un peu à la Barjavel Une humanité à la Barjavel. Où il va y avoir une humanité atrophiée. Des Molochs et je ne sais plus comment s'appellent les autres. Enfin bon, une élite. Mais une élite dont la supériorité viendra de la maîtrise des outils anciens. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe, à mon sens, plutôt que la maîtrise des outils contemporains. Voilà, je le vois de cette façon. Tout ce qui se passe aujourd'hui contribue à rendre non pas obsolète, mais exceptionnelle la détention classique des savoirs ordinaires. Et les humanités, en somme. Et cette exception-là fera la différence dans l'avenir. Alors, Raphaël Enthoven, sur un terrain plus sociopolitique, on a eu un certain nombre d'interventions, dont Stéphane Mallard, qui nous parle de la fin du travail humain et qui nous dit tout ça, c'est très très bien, puisqu'il nous dit, et de façon argumentée, et à mon avis très très sérieuse, que les IA géreront mieux que nous la planète, géreront mieux que nous l'énergie, ce qui est finalement pas très compliqué, parce qu'on ne peut pas dire que géreront peut-être mieux que nous les rapports humains, les guerres, etc. Et que finalement tout ça est très bien. Et il a même été jusqu'à dire que voilà, Elon Musk, c'était un peu le nouveau Messie. Il n'a pas été jusque-là, mais enfin, je l'ai poussé dans ses retranchements, et on voit bien quand même qu'il y a une réflexion en disant les IA, finalement, sont nos sauveurs, vont nous sauver. On n'a pas su faire ce qu'il fallait pour la planète. On ne saura pas faire ce qu'il faut pour l'énergie. On est dans une telle situation que, finalement, laissons les IA faire. Elles le feront mieux que nous. Il faut faire l'histoire d'un tel sentiment. Un tel sentiment est né au moment de la Révolution française, au XVIIIe siècle essentiellement, c'est-à-dire avec le sentiment qui préside à la confection de l'encyclopédie que le progrès technique est un progrès moral. Et que plus on va diffuser de connaissances, plus on va régler les problèmes quotidiens de l'humanité, mais également les grandes problématiques morales. Et un tel sentiment, le seul à ne pas partager cet optimisme au XVIIIe siècle, c'était Jean-Jacques Rousseau, qui disait « c'est pas vrai, plus on est savant, plus on est méchant ». C'était le seul à penser comme ça. Mais les autres, et toute l'encyclopédie reposait là-dessus, à laquelle Rousseau contribuait d'ailleurs, reposait sur l'idée que le développement de la connaissance était un développement de la sagesse. Et au-delà de ça, Renan, 100 ans plus tard, dira « Moi qui suis cultivé, je ne trouve pas le mal en moi ». C'est sublime. L'innocence de son immodestie est confondante. Le progrès, à l'origine de l'idée que l'IA, finalement, sera meilleure que nous sur bien des choses et va régler les problèmes qui se présentent à nous, il y a le sentiment que le progrès technique est un progrès moral. Et le sentiment que nous pourrions, par la science, prendre en charge la totalité des problèmes qui se présentent à nous. Il y a là un scientisme qui, à mon avis, mérite d'être non pas combattu, bien sûr, mais tout simplement dont il faut reconnaître qu'il est démenti par les faits. C'est nous avons toujours voulu penser, nous avons toujours voulu mettre au point, fait le rêve d'une omniscience qui nous dispenserait de la décision.
d'une omniscience qui nous déresponsabiliserait complètement. D'une omniscience, si vous voulez, c'est le démon de Laplace. Hein. Connaissant la série des causes, la totalité des causes à un instant donné, on peut prédire tous les futurs, on peut prédire tout le futur, l'intégralité du futur. C'est le démon de Laplace. Nous avons toujours fait le rêve d'une omniscience qui viendrait dissoudre toute prise de risque dans l'adoption d'une décision plutôt qu'une autre. Et nous ne sommes pas sortis d'un tel fantasme. Et pourtant, on ne fait pas l'économie d'une décision. De la même manière que dans une voiture autonome, le conducteur est responsable en cas d'accident parce qu'il peut toujours prendre le volant, de la même façon, on ne fait pas l'économie. De la même manière qu'un médecin est responsable de la stratégie thérapeutique qu'il adopte malgré la totalité du savoir dont il dispose, la décision, la responsabilité n'est pas soluble dans un savoir total. On n'en a pas fini avec l'humain. On n'a pas fini avec l'humain. Merci. Merci Marc. Merci Raphaël. Et on voit bien quand même à quel point toutes ces questions s'opposent avec acuité et c'est à ce moment-là, en ce moment, on a vraiment besoin de réflexion, de philosophie, de recul sur toutes ces questions de l'intelligence artificielle. Merci en tout cas d'être venu clore cette session. Et une petite annonce personnelle. Et je donnerai une conférence le jeudi 20 mars à 19h à la mairie du 16e arrondissement de Paris sur le thème, un thème qui m'est cher, doit-on chercher à réussir sa vie ? Je suis invité par les cercles humanistes MUMA, donc venez nombreux, jeudi 20 mars à 19h, mairie du 16e arrondissement, 71, avenue Henri Martin, Paris 18e. Paris 16e, pardon. Et Raphaël Antoven, à très bientôt. Vous viendrez nous parler d'autres sujets, avec plaisir, de la mort bien peut-être, sûr, évidemment. Ou d'autres sujets, bon, on ne le dévoile pas, dans quelques mois. Avec plaisir. Merci. Au revoir.